Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes particulièrement nombreux ce matin, donc ça fait plaisir à voir. On démarre, il est 10h30 donc, et on démarre avec cette table ronde qui s'intitule 2030, un emploi vert pour tous. Quels impacts la décarbonation de notre économie aura-t-elle sur les métiers et l'emploi ? Alors je suis Anthony Laurent, je suis le rédacteur en chef d'Environnement Magazine, et donc nous sommes ensemble jusqu'à 11h15. Ce qui est important dans le déroulé de la table ronde, c'est qu'aux alentours de 11h, ce serait bien à 11h, vous puissiez prendre la parole, vous, pour poser des questions ou faire part de vos réflexions et de vos commentaires à nos trois invités. Alors, avant de leur passer la parole, je me permets un petit propos introductif, des petites pas des généralités, mais rebondir sur l'actualité. Alors, l'actualité de l'emploi au niveau national, bien sûr. Le 7 mars dernier, le ministère délégué au logement et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ont annoncé le lancement d'une campagne pour favoriser le recrutement dans le secteur du BTP et de la rénovation énergétique des bâtiments. Selon ses promoteurs, cette campagne vise à déconstruire les clichés, les préjugés associés au secteur du bâtiment par méconnaissance des enjeux et des possibilités qu'offrent aujourd'hui ces entreprises. Selon le ministère du Logement et l'ADEME, pas moins de 150 000 recrutements sont nécessaires au marché de la rénovation d'ici à 2023. De son côté, Enedis, le 28 février dernier, a dit vouloir recruter 2200 collaborateurs en France, que ce soit en CDI, en CDD ou en alternance, pour construire la nouvelle France électrique dès cette année. On le voit face au défi du dérèglement climatique, la nécessaire transition énergétique et écologique, qui est l'un des piliers du plan de relance post-Covid qui a été échafaudé par le gouvernement il y a quelques mois. Cette nécessaire transition énergétique et écologique impacte d'ores et déjà certains métiers et modifie en profondeur le marché de l'emploi et du recrutement, tant en France qu'en Europe. Alors, la rénovation énergétique des bâtiments, qui est l'une des mesures reprises par les candidats à l'élection présidentielle, tout comme la modernisation du réseau de distribution électrique, ne sont pas les seuls secteurs qui sont concernés par la décarbonation de l'économie, loin s'en faut. Les secteurs de l'industrie, du transport, du tourisme, de l'agriculture, des énergies renouvelables, des déchets sont bien sûr concernés ou vont l'être à plus ou moins brève échéance par la décarbonation de leurs activités. La transition écologique étant par définition transversale et systémique, tous les secteurs de l'économie sont aujourd'hui impactés par la décarbonation de leur activité et donc corollairement par le fait de vouloir recruter des compétences et des profils, on va dire, plus vertueux. Donc justement, quelles sont les transformations à l'œuvre ? Quelles sont les dynamiques d'emploi actuellement ? Quelles sont les nouvelles demandes des entreprises ? Et comment les métiers vont-ils se verdir ? C'est toutes ces questions que l'on va voir avec nos trois invités. Ce matin donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Triponel. Bonjour Jacques. Jacques, vous êtes le délégué régional Grand Est de l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir ce matin Mathieu Ozano. Bonjour Mathieu. Vous êtes directeur du Shift Project, qui est un laboratoire d'idées qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, si j'en crois votre site internet. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir Julien Vidal. Julien, vous êtes le fondateur d'une initiative qui s'appelle « Ça commence par moi » et vous vous présentez comme la première communauté d'acteurs éco-citoyens de France. C'est ce que j'ai vu. Ben, vous nous en direz de toute façon un peu plus. Alors je passe d'ores et déjà la parole à Jacques Triponel. Est-ce que Jacques, vous pouvez déjà nous brosser un panorama des tendances de fond que vous observez, vous, de votre point de vue d'observateur privilégié concernant le marché de l'emploi et les recrutements en France ? Merci et bonjour à tous. Alors effectivement, et sans surprise, vous savez que les transitions écologiques et énergétiques ressortent généralement comme la première préoccupation actuelle en situation normale, parce qu'actuellement on n'est pas en situation normale. Donc cette première préoccupation, en tout cas, elle est évidemment suffisamment universelle pour qu'on la constate de partout. C'est une préoccupation d'abord mondiale,
on le sait bien, mais ça se décline à tous les niveaux des territoires en quelque sorte. C'est vrai pour les nations, c'est vrai pour les territoires, les bassins d'emploi, les entreprises, les particuliers. Donc cette tendance à l'universalité, on la ressent de partout. Je pense que votre présence ici en atteste aussi. Et la question que vous pourrez se poser tous, c'est la meilleure preuve, c'est le salon dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait eu un salon sur cette thématique? Je vous laisse répondre, mais c'est pas sûr. Alors, ce qu'on peut dire de notre fenêtre, et je précise juste, mais l'APEC, je pense, est assez connu, mais l'APEC est un organisme donc, qui s'occupe de mettre en relation les cadres et les entreprises. Donc, autrement dit, on a des offres d'emploi, on les analyse, on les scrute, et puis on essaie de voir dans ces offres d'emploi qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ce front de l'offre d'emploi, qu'est-ce qui change. Et ce qu'on constate, c'est que les transitions, alors je vais les appeler les transitions modulo énergétiques et écologiques, histoire de ne pas le redire à chaque fois, donc les transitions, sont en passe de suivre exactement le même chemin qu'a suivi la numérisation il y a quelques années de ça. C'est vrai, si on se souvient, si on fait un effort de mémoire, la numérisation, elle s'est installée il y a quelques années en 2 phases. Une première phase où il s'est agi d'avoir des métiers de spécialistes. Alors là, ça commence environ dans les années 95 à 2000. Avant, c'était les analystes programmeurs, on faisait de la programmation informatique et tout d'un coup apparaissent les architectures réseau, des spécialistes réseau, un certain nombre d'événements qui vont présager ensuite, parce que les spécialistes ont fait leur travail, d'une généralisation. Et aujourd'hui, la numérisation, vous le savez, c'est partout, c'est dans le monde agricole, c'est dans l'industrie, c'est bien sûr dans les services, tous ici. On travaille sur des ordinateurs, c'est devenu notre seconde maison en quelque sorte. Donc voilà, cette transition-là numérique, elle va être aussi impactante. Elle a été aussi impactante que va l'être aujourd'hui les transitions, et aussi plus lointainement, mais néanmoins assez proche, les phénomènes de vieillissement des populations, qui posent d'autres questions dont il ne sera pas forcément l'objet aujourd'hui de parler. Alors, si ça suit le même trajet, quel trajet ça suit très précisément? Alors d'abord, affaire de spécialistes. C'est vrai qu'il y a depuis quelques années des émergences de profils demandés par le marché qui sont des profils nouveaux. Alors je prends un exemple, vous m'avez présenté comme étant le délégué régional du Grand Est. Donc le Grand Est, il se trouve que nous avons la première centrale nucléaire à Fessenheim, elle est bien connue, qui est en train d'être déconstruite. Donc on a publié des postes de déconstructeurs de centrales nucléaires. Et bien sûr, tant qu'on n'a pas déconstruit de centrales, on n'a pas de métier de déconstructeur de centrales. Ça, c'est assez logique. Après, quand on regarde de plus près, un déconstructeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler sur les matériaux, recycler ces matériaux, faire attention aux produits qui sont potentiellement dangereux. C'est quand même des choses qu'on a déjà fait. On n'a pas découvert tout d'un coup le traitement de ce genre de choses. Mais chemin faisant, on trouve des choses nouvelles. Par exemple, il se trouve que dans la déconstruction de la centrale nucléaire, le musée de l'énergie et de l'électricité de Mulhouse s'est porté acquéreur d'une partie de la table de contrôle de la centrale nucléaire, ce qui veut donc dire que le recyclage est aussi un recyclage patrimonial. Et ça, on n'y était pas prêt. On a découvert, on apprend. Voilà, alors je pourrais parler des experts en bilan carbone, qui sont aussi des postes qui sont relativement nouvellement arrivés, des chefs de projet efficacité énergétique et énergie renouvelable, par exemple. Alors, affaire de spécialistes, et en même temps, tout d'un coup, généralisation. Alors cette généralisation, ça fait que des métiers, somme toute, à consonance classique, ingénieurs moteurs, ingénieurs matériaux, sont impactés directement par le verdissement de l'activité, parce qu'on leur demande de faire quoi? De la conception, de la construction qui soit respectueuse de l'environnement, mais bien sûr aussi de choix de matériaux en recyclables, etc., etc. Donc ça impacte des métiers, mais ça impacte aussi des filières. Vous avez ici des banquiers, j'en ai vu dans la salle, parce qu'aujourd'hui la banque finance des projets éco-responsables. C'est devenu une tendance de la filière. Vous trouverez ça aussi plus curieusement dans la culture. Parce que la pollution, c'est pas que des terrains qui sont pollués, c'est pas que de l'air qui est pollué, c'est de la pollution sonore, pour les festivals notamment, et les prés jonchés de débris qu'on a pu connaître autrefois. Ça, c'est terminé dans les organisations qui sont des organisations contrôlées.
Et enfin, je terminerai par là, on voit également une émergence de ce verdissement dans les valeurs. Alors, bien évidemment, ça c'est transverse à l'entreprise. Ça embarque la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, bien sûr. On est tous investis là-dedans, on est tous embarqués par la RSE. Et les services généraux qui rivalisent d'imagination pour les économies d'énergie, le recyclage, les économies de chauffage, etc. Et les achats éco-responsables, mais aussi éco- et socio-responsables, parce qu'il faut aussi acheter au-delà de l'économie sociale. Voilà, je conclue donc en disant juste que nous, à l'APEC, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne des cadres et des entreprises, et on a un enjeu, c'est d'introduire ces données de transition écologique et énergétique dans l'activité de conseil. Et c'est bien pour ça que nous sommes ici présents, et bien sûr à l'écoute aussi de tout ce que vous allez pouvoir nous dire. Merci. Merci Jacques. Je donne tout de suite la parole à Mathieu. Mathieu, le Chief Project a rendu public un rapport il n'y a pas si longtemps qui est intitulé « Emploi, moteur de la transformation bas carbone ». On a souhaité vous entendre ce matin au sujet particulièrement de ce rapport. Quels sont les principaux enseignements qu'il faut en tirer? Qu'est-ce que vous observez pour peut-être la décennie qui vient? Ok. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc le Shift Project, on est une association d'intérêt général qui a vocation à pousser à la roue de la transition énergétique en documentant le problème, posé, immense, historique, et en tâchant de faire des recommandations qui permettent de mener à bien la transformation envisagée, qui consiste à se passer de pétrole, de gaz et de charbon d'ici une génération. Donc embarquer une transformation comme ça, c'est envisager quelque chose qui est extrêmement profond, puisque les systèmes énergétiques, c'est ce qui alimente toutes les fonctions vitales de la société. Et il faut réussir à faire ça en une génération. Donc effectivement, il va y avoir besoin de spécialistes dans tout un tas de domaines. Je ne suis pas sûr que le domaine le plus prioritaire, ce soit le démantèlement des centrales nucléaires. Si vous nous connaissez, vous savez qu'on n'est pas foncièrement anti-nucléaire, voire on est plutôt pro-nucléaire. Donc c'est plutôt des gens qui doivent en construire. Typiquement aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est des compétences qui sont recherchées ici par les gens qui participent à ce forum, mais la France, et pour cause, manque cruellement a perdu beaucoup de savoir-faire technique. On manque beaucoup de soudeurs ou de tuyauteurs, mais on manque aussi de toute la chaîne des savoir-faire industriels classiques qui sont vraiment un handicap aujourd'hui. Donc, ce qu'on arrive à documenter dans cette transformation profonde, le premier enseignement, c'est ce que vous m'avez demandé, c'est qu'il faut un plan. C'est-à-dire que sans dépasser les règles du jeu habituelles, on n'y arrivera pas. Il y a des évolutions qui sont profondes, mais qui sont déjà embarquées. Je pense notamment dans l'industrie automobile, qui font déjà des perdants. Le passage à l'électrique va détruire de l'emploi. Parce qu'il faut moins de bonhommes pour faire une bagnole électrique que pour faire une bagnole thermique. Parce qu'une bagnole électrique, c'est plus simple. Donc il y a moins besoin d'ouvriers, il y a moins besoin de cadres, etc. On sait que déjà que l'industrie automobile française s'est profondément délocalisée. Il y a quasiment plus, parmi les 5 modèles principaux qu'on fabrique en France, les constructeurs français, il n'y en a plus aucun, sauf erreur, qui est fabriqué en France. Donc voilà, la transition énergétique va faire, et d'ailleurs ils se connaissent déjà, du côté de Sochaux par exemple, peut-être du côté de Toulouse, du côté d'Airbus, où on est très très inquiet de la décarbonation, parce que ça veut dire des changements profonds pour le transport aérien. Il y a déjà des transformations qui peuvent être destructrices d'emplois, qui sont embarquées naturellement par un certain nombre d'évolutions qui ont déjà commencé. Donc le premier message qu'on a, c'est il faut un plan. Si vous ne vous occupez pas des perdants en premier, des perdants potentiels dans cette histoire, ça sera, il ne se passera rien, ou en tout cas il ne se passera rien de bon. Alors la France, on parle beaucoup d'activité industrielle là-dedans. La France a détruit beaucoup d'emplois industriels depuis les années 70. Donc on a quelque chose qui est complètement une réversion. C'est la même chose pour l'agriculture. Parmi les choses qu'on documente alors je vais donner un peu nos résultats. Le premier message, c'est qu'il faut réinstituer de la politique industrielle. C'est un grand problème politique qui demande une conversation
démocratique profonde, patiente, adulte, qui commence par s'intéresser aux perdants potentiels dans cette histoire. Et au résultat, dans le travail qu'on a fait, qui est synthétisé dans ce bouquin, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme il est convenu de le dire, 11,90 € chez Odile Jacob, qui fait la synthèse en fait de 15 rapports sectoriels, dont un essentiel qui est la clé de voûte, qui est le rapport sur l'emploi. Ce rapport sur l'emploi, en termes numériques, il montre... Alors on a documenté la question numériquement sur 4 millions d'emplois, c'est-à-dire à peu près 15% de la population active française. Et on arrive à un constat que si précisément on a un plan, les secteurs qui vont a priori souffrir peuvent être compensés ou transformés. L'automobile, par exemple, on imagine de l'ordre de 300 000 destructions d'emplois à l'horizon 2050 dans le secteur de l'automobile, en particulier chez les équipementiers. Mais on imagine des évolutions qui, là encore, demandent la politique industrielle, transsectorielle, pour faire émerger toutes les alternatives dans la mobilité, y compris les petits véhicules, les petites voitures, mais aussi le vélo, le train. Voilà, c'est des choses qui sont embarquées par une transformation cohérente. L'un des grands paris qu'on fait, sur lesquels on avance avec beaucoup de prudence, c'est l'agriculture. On pense que décarboner l'agriculture, ça passe par refaire des ceintures maraîchères autour des villes. Ça passe par ramener de la valeur ajoutée à la ferme, beaucoup plus de transformation et de valeur ajoutée remontée vers les producteurs. Et on imagine une évolution qui aboutirait à avoir 500 000, un demi-million de créations nettes d'emplois à l'horizon 2050. Il vous aura pas échappé que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer dans nos campagnes, qui détruisent de l'emploi. Donc là encore, c'est de la politique industrielle. Un demi-million d'emplois, c'est de manière générale assez le message qu'on a dans à peu près tous les secteurs qu'on étudie. On parle pas d'une révolution. On parle pas d'une révolution, on parle pas d'un cataclysme, d'un truc. Un demi-million d'emplois en plus dans la production agricole, c'est revenir au niveau de population active qu'on avait dans les années 90. On parle pas de revenir aux années 50. Voilà, c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, inimaginable. Donc voilà, il faut un plan qui s'occupe des perdants, qui mette au cœur du sujet l'identification des secteurs sur lesquels on va avoir besoin de formation. Alors peut-être que les deux premiers secteurs, c'est les compétences agricoles et les compétences industrielles. Et vraiment à toutes les échelles, hein, je vous dis, ce qui manque cruellement aujourd'hui en France pour faire la transition, c'est des bons soudeurs. Les bons soudeurs dans les années 80, lorsqu'il s'agissait de faire des plateformes pétrolières ou des centrales nucléaires, c'est des gens qu'on chassait. C'est des gens qui étaient bien payés. Voilà. Donc tous les métiers techniques ayant trait de près ou de loin à la transition carbone, à mon avis, vont massivement créer de l'emploi si on en fait un sujet structurel, historique. Voilà. Et donc, au résultat, nous, on ne voit pas de destruction d'emplois. On voit plutôt un bilan légèrement positif sur les secteurs qui sont les premiers concernés, industrie, bâtiment, agriculture, et des évolutions, c'est ce que vous avez évoqué, en second rang, comme on a dit pendant le Covid, les gens qui ne sont pas en première ligne, mais qui sont en deuxième ou troisième ligne, une acculturation complète de la société. Le Shift a produit, je termine là-dessus, tout un travail au long cours sur l'intégration des enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur. L'intégration de ces enjeux, ça concerne pas juste les ingénieurs, ça concerne tout le monde en fait. Il faut apprendre ce langage. C'est une grammaire que vous devez tous acquérir. Voilà, pardon, j'étais un peu long, merci. Non, très bien. Moi, ça a le mérite de poser le cadre, le décor. Merci beaucoup. Julien, je vous passe la parole. Ça commence par moi. Qu'est-ce qui commence par moi ? Et je crois, en ayant préparé cet entretien un petit peu, vous vouliez mettre la focale sur certains métiers nouveaux qui pourraient préfigurer ce monde d'après, dont on ne sait pas si on est encore déjà ou plus. Ou bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur Ça commence par moi et sur ces métiers un peu novateurs qui nous attendent dans les années qui viennent ? Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci d'être aussi nombreux pour parler de ces sujets qui sont fondamentaux, dont on entend trop peu parler malheureusement, notamment dans ces périodes où on décide de l'avenir de notre pays pour les à minima 5 prochaines années. Donc je pense que voir votre intérêt, ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, c'est la première fois que je fous les pieds dans un salon comme ça. Et j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme entre les personnes qui ont ça viscéralement en eux, les personnes qui y voient un intérêt, les personnes qui sentent qu'il y a de la thune à se faire. J'ai l'impression que c'est quand même, on navigue un peu en eau trouble et c'est aussi intéressant à quel point il faut continuer à se former sur ces sujets et à toujours utiliser son esprit critique parce qu'encore une fois, d'un stand à l'autre, c'est quand même assez violent parfois. Je m'excuse aussi parce que j'avoue que j'avais pas considéré avant de nous voir, nous toutes et enfin tous d'ailleurs justement, de voir qu'on a que des hommes là pour parler. On m'a dit pour me donner bonne conscience qu'à la session d'ouverture il y avait majoritairement des femmes. Et à la fois, je peux pas m'empêcher de notamment penser à Claire Pétro qui a créé les Pépites Vertes. Le stand est au fond du salon et elle met avec les jeunes en avant les métiers de demain et elle fait ça super bien. Donc du coup, elle aurait eu aussi toute sa place sur cette table ronde. Moi, je viens pas du tout avec ma casquette, ça commence par moi. En fait, d'action éco-citoyenne ambitieuse qui voyait comment on pouvait se libérer de notre éco-citoyenneté qui a été très très longtemps culpabilisante. Je viens plutôt avec ma casquette de podcasteur en 2030 glorieuse, puisque pendant longtemps, on m'a dit, moi, ok, super, végétarien, acheter moins de fringues, me déplacer autrement, il n'y a pas de problème. Mais le vrai blocage que je vois, c'est au niveau professionnel. Je ne sais pas quoi faire comme métier qui pourrait participer à la construction de la société durable et solidaire de demain. Et donc du coup, depuis 2 ans maintenant, je donne la parole aux personnes qui font ces métiers. Non pas des métiers pour réduire l'empreinte de notre société actuelle, mais pour participer activement à la création de celle qui prendra sa suite et qui en fait est déjà là. J'ai l'impression qu'on est assez complémentaires avec le travail du Shift Project notamment, qui ici, ils sont très bons pour arriver à donner ces chiffres, à donner ces visions, à planifier. Moi, j'ai le sentiment que j'arrive peut-être à mettre en couleur ces rapports et à leur donner peut-être encore plus de nuances et à toucher presque au poétique dans le sens où les gens à qui je donne la parole, qui font les métiers de demain, qui sont pour l'instant absolument pas normalisés, je vois qu'ils ont réussi dans leur travail à laisser beaucoup plus de place au rêve et au bonheur. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je voulais témoigner aujourd'hui. Ça fait plus de 60 interviews que j'ai données. Et à chaque fois, en face, je vous dis pas que c'est pas des gens qui aussi ont des trous d'air, qui se posent souvent des questions, qui ont des horaires parfois absolument de fous. Mais c'est aussi des gens qui sont profondément heureux et qui ont réussi à faire de leur métier presque des chemins de vie, à réussir à mettre leur pulsion de vie au sein de ces quotidiens professionnels. Pour vous donner quelques exemples, je pense notamment dans les interviews que j'ai fait récemment à Vanessa Krisev, qui est par exemple restauratrice solidaire au Réchaud. Et donc avec une alimentation locale où ils limitent au maximum le gâchis, ils arrivent à faire en sorte que les personnes qui travaillent et en cuisine et en salle soient des réfugiés statutaires. Je parle par exemple de Hubert Mott. Hubert Mott, vous le connaissez sans doute, il a fait La Vie est Belt. Et en fait, il récupère des anciens pneus de vélo ou maintenant des anciens rideaux pour proposer comme ça des produits artisanaux, des ceintures, des caleçons, des choses comme ça. Et il en profite pour embaucher des personnes qui sont en ESAT, vraiment éloignées de l'emploi. Je pense à, je sais pas, il y a par exemple Johan Boachon à Lyon qui est valoriste et avec Mineka, il récupère des déchets du BTP qui vont être détruits ou enfouis pour les revaloriser parce que une porte par-ci, parce que de la laine de verre par-là peut être utilisée sur des plus petits projets et revalorisée au lieu de devenir à nouveau des déchets. Il y a tout un tas de métiers, et c'était le témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui, qui s'ils se mettent vraiment au service de cette idée de faire moins avec mieux, réussir, et c'est ça que je trouve passionnant et qui, à mon avis aussi, est un bon indicateur de la pertinence d'un projet, arrive à cumuler
plein d'impacts, arrive à répondre à plein d'enjeux qui sont, oui, forcément écologiques, mais qui sont aussi souvent sociaux, mais aussi à remettre en avant des enjeux de créativité, des enjeux de reconnexion au vivant. Je pense par exemple, et c'est le dernier exemple que je donne, à Bastien Massias qui travaille à la bergerie urbaine, c'est toujours à Lyon, et lui en fait, il fait paître ses moutons en ville, que ce soit dans des parcs ou au pied de résidence, pour recréer cette connexion comme ça avec ces animaux dont on a été complètement éloigné, et nous poser la question de notre alimentation et de cette pertinence de continuer à avoir une alimentation végétale. Voilà, tout ça pour dire que au-delà des tableaux Excel, au-delà des projections qui sont absolument nécessaires quand on réfléchit à une échelle nationale, dans notre parcours plus personnel, ça me semble être un bon indicateur, une bonne boussole, celle de notre intérêt, de notre curiosité, de notre envie de rêver. La dernière exemple que je vous donne, j'ai menti, je vous donne un nouvel exemple parce que c'est une interview que j'ai fait hier. C'était avec Jacques Barrault qui a créé Grand Sail, et eux aujourd'hui sont commerçants à la voile. Ils ont mis à l'eau un premier voilier qui fait 25 mètres de long et qui a réussi à transporter 35 tonnes pour faire venir du chocolat et du café d'Amérique latine. Et ils continuent comme ça à maintenir un savoir-faire ancestral qui est celui de la navigation à la voile et pourtant moderne, et à la fois de continuer à permettre à beaucoup plus petite échelle l'échange, le commerce, qui en soi a cette valeur de connexion interculturelle qui me semble assez pertinente. Voilà. Merci à vous trois. Grâce à vos trois interventions déjà préalables, on est passé de différents niveaux d'analyse, plutôt macro, méta et micro, avec le descriptif des profils que vous venez de mentionner. Alors le temps tourne, j'aimerais quand même passer la parole à la salle, mais avant ça, il me semble au moins il est nécessaire d'aborder peut-être deux sujets. Vous parlez, Mathieu, des perdants de la transformation écologique. Que fait-on aujourd'hui, puisque vous avez parlé de destruction d'emplois, évidemment, mais aujourd'hui, ce sont des gens, des femmes et des hommes qui occupent ces emplois. Comment on les accompagne dans cette reconversion professionnelle? Et peut-être que Jacques, je vous poserai la même question aussi de l'accompagnement de ces perdants de l'économie. Pas grand-chose d'efficace. Pas grand-chose d'efficace parce que précisément il n'y a pas de politique, il n'y a pas de plan industriel. On a même chez les SAM dans l'Aveyron laissé fermer un sous-traitant de Renault qui est spécialiste de l'électricité, des véhicules électriques. Non, pour l'instant on fait rien, et si ça devient pas un sujet politique majeur, et pour l'instant il y a un peu un refus d'obstacle de la part de nos responsables politiques, ça va pas bien se passer, je pense. Ça va pas bien se passer. Toutes les compétences que décrivait Julien, l'enjeu c'est de les faire passer à l'échelle, de développer des modèles d'affaires qui permettent, par exemple, je sais pas, moi je suis un voileux, je fantasme là-dessus depuis 20 ans, je suis fasciné de voir qu'il y a des entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Je fantasmais depuis très très longtemps sur le retour de la marine à voile pour le fret. Bon, faire quelques dizaines de tonnes par an dans le cas de Grand Sail, c'est super. Mais l'enjeu, c'est de comprendre jusqu'à quel point on peut développer ça à la bonne échelle. Voilà. Et c'est vrai dans tous les secteurs. Et ça ne prendra racine que si on en fait un sujet d'invention de l'économie, mais total, complet, en fait. Sinon, on n'arrivera pas à grand-chose. On va détruire de l'emploi, on décarbonera pas, on sera pris dans le marais. Là où, en fait, il faut passer un nouveau col et arriver dans une nouvelle vallée. Oui, je suis une poétesse. À mes heures perdues. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'APEC. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que pense l'APEC de l'accompagnement des travailleurs? Alors tout d'abord, c'est toujours un peu compliqué de parler parce que l'APEC, au fond, c'est un segment de l'emploi. C'est le segment des cadres. Et là, pour le coup, on est dans une situation aujourd'hui qui est presque inverse à celle qui vient d'être décrite, à savoir que on est dans un système de tension. On a un taux de chômage qui est très faible chez les cadres, et on a aujourd'hui des entreprises qui recherchent à corps perdu des candidats. Donc c'est ça qui est un peu le paradoxe. Mais j'entends bien que l'emploi des cadres n'est pas tout l'emploi, c'est toute la question. Et que nous, en ce qui nous concerne, ce qu'on voit par exemple à tout ce qui vient d'être dit ici, c'est que les sensibilités autour de ces transitions
sont des avantages pour les entreprises qui s'en occupent, justement des avantages concurrentiels aujourd'hui. Ceux qui revendiquent un attachement à ces sujets ont un temps d'avance, clairement. En 2019, il y a eu un mouvement qui a été fait par les élèves des grandes écoles et qui ont dit ne pas vouloir travailler pour des entreprises qui n'avaient pas un engagement autour de la sauvegarde de l'environnement. Je crois que la jeune génération donne des signes sur la valeur que cela prend et qu'il faut absolument l'entendre. Et alors, si on peut se permettre de rêver un petit peu, mais c'est ce que vous disiez, Julien, je crois, oui, il faut se laisser rêver un peu dans cette affaire-là. Et si, en tout cas, moi, je peux risquer un rêve, c'est de se dire, au fond, peut-être qu'un jour, on arrivera à faire des mises en relation de personnes, entreprises et gens qui veulent travailler, sur ce seul critère d'intérêt. Je m'intéresse à ça et je veux vous en parler. Après, ce qui en sortira, c'est quoi? Eh ben, d'abord un contact positif. Ça peut être un emploi, ça peut être une fondation, ça peut être une start-up, ça peut être un stage, ça peut être énormément de choses dont on ne présage pas à l'avance, mais en tout cas, parlons-nous sur les choses que l'on partage. C'est important. Un bref commentaire. Oui. Nous, on a très bien vu. Bon, je commence à avoir un peu les cheveux gris. Ça fait 20 ans que je pagaille à contre-courant sur ces sujets. Ça fait 2 ans que j'ai vu les choses se réverser. Et j'ai une anecdote justement par rapport à des emplois de cadre. On travaille au chiffre beaucoup avec des directions stratégiques de grands groupes. Enfin, on essaye de les picouser un peu sur ces sujets-là. Et on a vraiment vu un changement, un basculement en 2018. Et je me rappelle de l'anecdote d'un patron d'une grande société industrielle que je ne citerai pas, qui est resté, qui est tombé de sa chaise le jour où en fait il cherchait à recruter un brillant jeune ingénieur à 200 de QI, corps des mines, je sais pas quoi, et que le gars lui a dit je veux pas venir bosser chez vous parce qu'on peut pas venir chez vous en vélo. Là où on les attrapait avant à la voiture de fonction. Voilà, donc, et ça, c'est l'un des aiguillons, peut-être même à mon avis, l'aiguillon principal qui a fait, au moins en intention, bouger pas mal d'approches stratégiques. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises grandes et moins grandes qui ont eu la trouille, qui commencent à avoir sérieusement de la trouille de ne pas pouvoir recruter. Et ça, c'est la mort d'une boîte. Voilà. Très bien. Les mentalités en fait évoluent. On a parlé du point de vue des employeurs. Dans la salle, il y a quelques étudiants ou peut-être des gens qui hésitent ou qui réfléchissent à s'engager dans telle ou telle filière de formation particulière. Si vous avez, pour les 2-3 minutes qui nous restent, si vous avez des conseils à donner les uns et les autres sur quelle filière choisir, quelles compétences creuser, et peut-être un mot aussi sur l'offre de formation. Est-ce qu'elle est à la hauteur justement des enjeux de la transition écologique pour les 10-20 ans qui viennent? Qu'est-ce que vous diriez là du point de vue des jeunes plutôt? Je prends la parole rapidement. Julien, oui. Je suis pour la première année impliqué dans l'Institut des transitions à Lyon. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et je me rends compte qu'avant même de devoir parler de métier, on doit réussir à former à ces enjeux écologiques et en 6 mois donner la compréhension de pourquoi il est urgent de radicalement changer de modèle de société. Donc parfois, avant peut-être de rentrer tête la première dans ce couloir assez restreint qu'est la carrière professionnelle, se reformer, que ce soit sur le temps long ou même de manière très autonome. Je pense notamment au MOOC d'avenir climatique, à tout un tas de données qui existent, aux infographies de bons potes, etc., etc. Mais le travail de se former à l'urgence de notre siècle, elle est presque plus prépondérante, ou en tout cas nécessaire pour ensuite rentrer au niveau pro. Tous les métiers du bâtiment, tous les métiers de l'agriculture, les métiers techniques de manière générale, et puis de manière diffuse, quelle que soit votre spécialité, effectivement, formez-vous, acculturez-vous. Thermicien, par exemple, c'est un bon métier, c'est un peu d'avenir. Alors tout à l'heure, je décrivais la situation comme étant une situation évolutive qui amène d'abord des spécialistes et ensuite qui se généralise. Eh bien, c'est exactement pareil pour la formation. Aujourd'hui, on est en face de systèmes tracés qui sont des emplois verts dont on sait à l'origine déjà que c'est vrai, c'est cette destination-là qu'on va aller. Et puis il y a progressivement
toute la façon dont s'infiltre en quelque sorte le verdissement des métiers dans les formations. Alors pour le moment, de vous à moi, on n'y est pas. Hein. Je parlais récemment au responsable des études d'une grande école d'ingénieurs que je ne nommerai pas, et qui me disait qu'à peine 30% des éléments du programme intégraient des choses liées aux transitions. Donc autrement dit, on est exactement dans la formation comme on est dans le marché de l'emploi, on est sur des spécialistes et on a une tendance à la généralisation. On vient de publier, j'en profite, je fais la pub, on vient de publier hier soir le rapport définitif du Shift Project sur les métiers d'ingénieur et comment transformer les formations des métiers d'ingénieur pour intégrer, bon évidemment c'est un gros volet, mais on va enchaîner en fait sur les métiers du management et du marketing. En fait, c'est une acculturation directement pour les ingénieurs qui est évidente, mais c'est vrai pour tout métier technique, et au-delà de ça, c'est vrai pour l'ensemble de la société. Donc si vous voulez regarder, c'est en ligne depuis hier soir, le rapport définitif qu'on a fait avec le réseau des écoles INSA, qui est l'un des plus gros producteurs de jeunes ingénieurs tous les ans. Ouais. Les choses bougent, mais on n'est pas encore tout à fait à la hauteur des enjeux. D'accord, il nous reste 10 petites minutes. Je pense qu'il est quand même assez intéressant que vous puissiez profiter de la présence de nos 3 invités pour pouvoir poser toutes sortes de questions sur les emplois verts de demain. Que va-t-il se passer en 2030 ? Quelle est la meilleure formation à suivre ? Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment, apparemment. Voilà, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans le... Non ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Et là, alors je ne sais pas si... Comment on procède ? Ouais. Oui, bonjour à tous et merci pour vos riches contributions, aussi diverses et variées. J'ai une question pour Monsieur Triponel qui nous dit que les cadres sont recherchés à corps perdu. Est-ce que vous auriez des exemples ? On a eu des exemples de Mathieu Ozano, mais côté cadre, peut-être généraliste ou pas ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu votre question. C'est sur les pénuries, c'est ça ? Sur les tensions sur le marché, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Les cadres qui sont recherchés à corps perdu. Est-ce que vous avez des exemples un peu plus alors là, précis ? je vous assure que c'est quasi universel. Alors, une fois de plus, quand on parle de marché de l'emploi, il faut être prudent. On sait qu'il y a des effets de conjoncture, et je ne vous parlerai pas de celles actuellement, qui peuvent faire varier considérablement la situation. Mais, toute chose égale par ailleurs, ça fait un certain nombre d'années que l'on sait qu'on ne forme pas assez de compétences par rapport aux demandes du marché. Et que donc, ça ne peut que déboucher sur des tensions qui vont déboucher elles-mêmes sur des pénuries. Et c'est globalement universel. Alors bien sûr, ça va peut-être moins concerner les métiers autour de la communication, des ressources humaines, où on a traditionnellement encore des candidatures assez fournies. Mais en technique, on est déjà content quand on arrive à recueillir des candidatures d'un nombre inférieur à 10. Et la puissance de diffusion de l'APEC, elle est quand même assez considérable, plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est juste pour vous donner cette tendance, et cette tendance, elle se confirme, en dehors des aléas évidemment qui peuvent exister. Et je dirais qu'on va sortir dans les semaines qui viennent les prévisions d'emploi cette année, elles vont être particulièrement hautes. Donc partons du principe qu'aujourd'hui, l'entreprise doit se montrer sous son meilleur jour pour attirer les candidats et si possible ceux qui le recherchent. Est-ce que vous avez peut-être encore une ou deux autres questions ? Oui, monsieur, là. Oui, merci beaucoup. Pour Monsieur Ozano, je voulais savoir si... j'aurais aimé que vous explicitiez le point d'inflexion que vous avez dit avoir détecté en 2018. S'il y avait une raison ou si c'était juste un trop-plein qui avait commencé à déborder, s'il y avait un événement que vous pensez... Ouais, c'est un point de cristallisation, comme il y en a symbolique parfois. Pour nous, c'est clairement la canicule, puis la démission de Nicolas Hulot, qui a été un très mauvais ministre de l'écologie, mais qui a été un très bon démissionnaire. Merci. On a vraiment vu un avant et un après, ça a été assez impressionnant. Merci. Merci. Alors, il y a une question au premier rang. Et on va prendre une dernière question au fond et on s'arrêtera là pour ce matin. Il y avait une question... Ah oui, allez-y alors, bon.
Je suis juste à côté, j'en profite. Aussi une question pour Monsieur Ozano. Dans le cadre du PTEF, est-ce que vous avez un peu creusé la question de la recherche française voilà. Et si oui, comment, de quelle façon? Donc le PTEF, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est le plan de transformation de l'économie française. Donc c'est la publication que je vous montrais tout à l'heure avec Marianne dessus qui se retrousse les manches. Non, on n'a pas documenté la recherche en termes d'emploi. C'était ça votre question, c'était sur l'emploi ou sur les orientations de recherche? Les deux. Ok. Alors l'emploi, non. C'est pas quelque chose qu'on a particulièrement investigué. Et en termes de priorité de recherche, c'est plus diffus. On n'a pas fait vraiment de publication, mais nous on s'agite un petit peu dans les quand on nous propose de demander ce qu'on en pense. Il y a des orientations qui sont très intéressantes et il y a à mon avis des surprises qui vont émerger. Il y a des aspects de la transition énergétique qui sont totalement sous-documentés. Je pense notamment aux méthodes thérapeutiques de planification, en fait, pour effectivement réorganiser l'économie. Ça, c'est balbutiant, puisque, je peux en parler longuement, mais tout le paradigme de la croissance verte, qui consiste à dire que la croissance soit... il y aura de la croissance et donc on va pouvoir faire des investissements et donc on va pouvoir décarboner, pour dire le moins, du plomb dans l'aile. Néanmoins, c'est celle qui est encore, diffuse ce domaine-là. Le domaine des contraintes d'approvisionnement. C'est un domaine qui m'est particulièrement cher puisque je travaille là-dessus depuis très longtemps, en particulier sur le pétrole. J'ai publié là j'ai rédigé une critique du rapport du groupe 3 du GIEC qui va apparaître prochainement, où on voit qu'on a totalement sous-documenté la question des réserves pétrolières, gazières, mais également métaux critiques. Donc on se rattrape complètement. Dans l'agriculture, il y a également, je vais être trop long, mais sur les puits de carbone, on ne sait pas trop où on va. Sur l'évolution industrielle de la méthanisation, qui est une variable d'ajustement très importante dans beaucoup de scénarios de transition, on est en train de comprendre, notamment grâce à des recherches, grâce à des agronomes qui regardent ça, que c'est peut-être le remède est peut-être pire que le mal. Ça bouge énormément. Et il y a besoin de beaucoup de recherche dans pratiquement tous les domaines qui sont de près ou de loin concernés, puisque on parle d'une transition totale du système sanguin de la société et qui est aujourd'hui, dans bien des aspects, mal ou sous-documenté. Donc il y a besoin de recherche. Oui. Ok, on va prendre une ultime question. Madame, vous vouliez poser une question? Bonjour, moi j'ai une question peut-être pour tous les trois. Vous avez parlé de formation, c'est une question de timing. Vous parlez de formation, d'acculturation, il faut qu'on se forme, qu'on s'acculture. Moi, ma question, c'est quand on... typiquement, moi je travaille dans l'énergie, en marketing et en communication. Ça ne fait pas partie des métiers où il y a vraiment beaucoup de demandes de la part des employeurs. Ma question, c'est le temps que je m'acculture, c'est parce que c'est hyper vaste la transition écologique. Moi, je m'y connais un peu en transition énergétique, mais pas du tout en transition écologique. C'est hyper vaste. Est-ce que les entreprises sont prêtes à faire le pari sur des profils qui ne sont pas des moutons à 5 pattes, qui n'ont pas fait de RSE jusqu'à présent? Je crois que oui. En fait, tout le monde est en retard. Donc, il y a des moins mauvais élèves. Et c'est déjà pas mal d'être parmi les moins mauvais élèves. Donc on peut s'acculturer par rapport aux compétences dont vous avez besoin au quotidien. Vous avez besoin de à grands traits comprendre les enjeux. Moi, je suis pas spécialiste de tout. Je suis un généraliste des enjeux. J'ai très peu de vraies spécialités. Donc non, vous inquiétez pas. Bossez un peu le soir, regardez un peu des trucs, mais ça suffira largement. Et encore une fois, pour compléter ce que dit Mathieu, un MOOC comme celui d'Avenir Climatique permet vraiment de se mettre au diapason de ces enjeux. Une activité bénévole qui pourrait vous prendre une journée tous les mois, comme être fresqueur sur l'une des innombrables fresques qui existent, est un beau plus pour le CV. Je pense que cette mise en mouvement, elle est valorisée. Et Jacques, le mot de la fin. Fresque du climat, développé par mon prédécesseur à la direction du Shift Project. Voilà, je préside Cédric Ringlenbach.
Oui, alors juste un tout petit mot rapide. Ce que je disais tout à l'heure de l'idée qu'un jour on pourra recruter sur des valeurs partagées va dans le sens de votre question. C'est que bien évidemment aujourd'hui on est encore dans une adéquation assez mécanique homme ou femme poste. On recherche un profil, des connaissances spécifiques. Mais les pénuries dont je parlais, qui sont des pénuries durables pour le coup, qui vont vraiment être un vrai impact pour les entreprises, vont devoir amener les entreprises à chercher en dehors des sentiers battus. Des gens qui ont simplement la volonté, l'envie, la motivation, ce sera déjà central. Après, ils feront leur affaire de les amener vers telle et telle spécialité. Très bien, merci beaucoup. J'ajoute que je crois qu'hier ou avant